Ma fille de 7 ans pleurait toujours quand on était seul. Qu'est-ce qui ne va pas, demandai-je, mais elle secouait la tête. Mon ex-femme riait. Elle n'aime pas rester avec toi. Un jour, alors qu'elle était en voyage d'affaires, ma fille a sorti quelque chose de son vase crosse car papa, regarde ça. Dès que je l'ai vu, j'ai composé le 911, les mains tremblantes. Ma fille s'appelle Aria. Elle a 7 ans, elle est intelligente, curieuse et parle doucement, comme la dernière note d'une berceuse. Depuis le divorce, je la reçois un week-end sur 2. Le vendredi soir, pile. J'arrive toujours 10 minutes en avance, faisant semblant d'éviter les embouteillages. Mais en réalité, je suis anxieux. Pas à cause d'elle. Jamais à cause d'elle, mais parce qu'à chaque fois que je la vois, une partie de moi se demande si elle se souvient encore comment sourire en me voyant. Elle le sait un peu, mais ce sourire est fugace, plus une habitude qu'une émotion. Elle monte dans ma voiture, boucle sa ceinture sans que je le lui demande et murmure « Salut, papa ». Je tends la main, lui coince une boucle d'oreille et lui dit quelque chose d'enjoué, comme « Tes pâtes préférées t'attendent à la maison ». Ou « J'ai loué ce film de licorne que tu aimes ». Elle acquiesce, mais son regard reste lourd. Puis, immanquablement, dans les 20 premières minutes où nous sommes seuls avec moi, quand le bourdonnement de l'autoroute remplace les banalités gênantes, quand le silence se fait brumeux entre nous, elle se met à pleurer. Ni fort, ni dramatiquement, juste ses petites épaules qui tremblent. Sa tête est légèrement inclinée pour que je ne la voie pas. Mais je la vois. Je la vois toujours. À chaque fois, je la regarde depuis le siège conducteur, le cœur déjà serré. Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce ? Je murmure, essayant d'avoir une voix douce, pour ne pas l'effrayer davantage. Et à chaque fois, elle secoue la tête. Pas violemment, pas par défi, juste un déni silencieux, comme si ces mots étaient enfermés quelque part hors de sa portée. Au début, j'ai mis ça sur le compte du stress de la transition. Les enfants pleurent. Le divorce est difficile. Peut-être que c'était trop de changements d'un coup. Alors, j'ai dit à Taran, mon ex-femme, la mère d'Aria, qu'on se connaissait depuis le lycée. Je pensais qu'elle s'inquiéterait. Mais non. Aria dramatise, dit-elle avec son rire si particulier. Aigu, dédaigneux, froid, d'une manière qui vous fait vous sentir ridicule de vous en soucier. Elle n'aime pas être loin de chez elle. Ne le prends pas personnellement, Julien. Mais je l'ai fait parce que ça ne ressemblait pas à du mal du pays. Pas à sa façon de pleurer. Pas à la façon dont elle serrait son pingouin en peluche si fort que ses jointures en blanchissaient. Pas à la façon dont ses yeux se perdaient dans les coins de la pièce la nuit, comme si elle attendait que quelque chose surgisse. Ce n'étaient pas des crises de colère. Ce n'étaient pas des cris ou des crises. C'était du chagrin. Un chagrin silencieux, lent, dégoulinant. Comme si quelque chose en elle s'effondrait et qu'elle ne savait plus comment le contenir. J'ai commencé à observer de plus près. Sa façon de sursauter au bruit. Sa façon d'éviter les miroirs. Sa façon de me demander de laisser la lumière allumée dans le couloir, alors qu'avant elle aimait le noir complet. J'ai remarqué que ses dessins changeaient aussi. Moins d'arc-en-ciel et de chiens, plus de gribouillis gris, et des gens aux yeux vides. Pourtant, chaque fois que je posais la question, elle se fermait. J'ai essayé d'être douce. J'ai essayé de faire des blagues. J'ai même essayé de lui raconter quand j'étais petite et que je pleurais quand mon père travaillait de nuit. Elle a souri une fois, une seule fois, et a dit « Mais tu avais toujours ta maman, n'est-ce pas ?» Ça m'a frappé plus fort que prévu. Je voulais croire que tout allait bien, qu'elle s'adaptait simplement. Que Taran avait peut-être raison et que j'exagérais. Mais le doute persistait. Il me collait aux côtes, murmurant des questions dans le noir quand je n'arrivais pas à dormir. Un jour, j'ai demandé à Aria ce qui la rendait triste. Nous étions assises sur le canapé, les jambes repliées sur sa poitrine comme un petit oiseau essayant de se protéger du vent. « Je ne sais pas », a-t-elle dit. « C'est juste bruyant en moi. » Je me souviens m'être demandé, comment une enfant de 7 ans peut-elle inventer ça? Ce week-end-là, quand je l'ai déposée, elle s'est attardée sur le porche. Taran a ouvert la porte et m'a fait un signe de la main nonchalant. Aria n'a pas bougé tout de suite. Elle m'a regardé, les yeux rouges, et a murmuré « Tu peux entrer ?» La voix de Taran a été tranchante comme une lame. Aria, maintenant. Elle est rentrée comme ça dans la maison, dans le silence qu'elle avait gardé. Le trajet du retour m'a donné l'impression d'être sous l'eau.
Tout était étouffé, tout était lent. Je n'arrêtais pas de me demander, si quelque chose ne va pas, pourquoi ne le dit-elle pas? Pourquoi ne crie-t-elle pas, ou même ne le nomme-t-elle pas? Mais c'était le problème. Je ne pense pas qu'elle savait comment faire. J'ai essayé de parler à Naomi, ma sœur. Elle a toujours été plus douée avec les enfants. Elle a souvent gardé Arya quand elle était petite, avant que tout ne s'écroule. Elle m'écoutait tranquillement décrire les week-ends, les larmes, les silences, la façon dont Arya semblait n'être plus que l'ombre d'elle-même. Quand j'ai eu fini, Naomi m'a regardé et m'a dit, « Elle essaie de te dire quelque chose, Jules. Mais peut-être qu'elle n'a pas encore les mots. » J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas vraiment saisi. J'avais peur, car si Naomi avait raison, alors je n'avais pas affaire à un enfant triste. J'avais affaire à quelque chose de plus sombre et cela me terrifiait. Et si je n'arrivais pas à y remédier? Et si je passais à côté des signes et que quelque chose d'horrible se produisait sous mon nez? Et si toute ma patience discrète, toutes mes questions réfléchies, tout mon amour n'était pas suffisant? Ce soir-là, je me suis assise dans la chambre vide d'Arya, celle où elle passait le week-end. J'ai regardé autour de moi. Les rideaux violets qu'elle avait choisis, la bibliothèque gravée de son nom, le dessin de licorne que nous avions fait ensemble, épinglé au mur. Tout cela disait, tu es en sécurité ici. Mais ce n'était pas le but, n'est-ce pas? Parce que la sécurité d'un endroit n'efface pas la peur d'un autre. Et pour la première fois, je l'ai dit à voix haute, sans que personne ne sache que quelque chose ne va pas avec ma petite fille. Ce n'est que lorsque j'ai entendu ma voix se briser que j'ai réalisé que je pleurais aussi. Des larmes silencieuses, comme les siennes. Seules les miennes étaient accompagnées d'un murmure de serment. Quoi qu'il en soit, je le trouverai. Je l'affronterai, et je ne la laisserai jamais traverser cette épreuve seule. J'ai rencontré Taran à 16 ans. Son rire résonnait dans le couloir du lycée comme une promesse de bonheur. Nous sommes tombés amoureux sous les néons et les tables pliantes de la cantine, rêvant de fins heureuses, tandis que le monde extérieur semblait infini et généreux. Nous nous sommes mariés à 22 ans, je n'ai sur 2. 2 ans plus tard, Arya est arrivée. Un petit miracle aux cheveux de minuit et aux yeux remplis de points d'interrogation. À cette époque, Taran et moi étions des partenaires inséparables, parents, changement de couche tardif, tétée matinale, berceuse murmurée et chambre d'enfant aux couleurs pastel. Nous avons bâti notre vie sur le compromis et l'espoir, du moins c'est ce que je croyais. Mais la vie n'est pas toujours tendre avec les jeunes rêves. L'ambition de Taran grandissait à chaque promotion, chaque distinction l'attirant toujours plus loin dans les salles de réunion et les conférences téléphoniques. Je regardais ses tailleurs élégants remplacer les jeans du week-end. Son agenda se remplir de réunions qui se prolongeaient au-delà des histoires du soir. Je me suis investi dans la paternité, essayant de rattraper le temps perdu par la peinture au doigt et les aventures sur la cour de récréation. Je pensais que seul l'amour pouvait combler ce fossé grandissant. Alors, je me suis donné à fond. Week-end, pièces de théâtre à l'école, échéances pour les expositions scientifiques. Mais parfois, tout offrir ne suffit pas. Quand les failles apparaissaient, elles étaient subtiles au début. Taran commençait à lever les yeux au ciel devant mes idées absurdes, ma suggestion de ralentir, mes supplications pour des dîners en famille. Elle me taquinait devant des amis. Julien jouait toujours à Monsieur Maman, disait-elle avec un sourire crispé. J'en riais, mais chaque plaisanterie était un ébranlement de nos fondations. Le jour où elle m'a remis les papiers du divorce, son regard était froid et distant, comme si elle annonçait une mauvaise nouvelle plutôt que de mettre fin au lien qui avait donné naissance à notre fille. Je n'ai jamais vu la dernière lueur d'affection dans son regard. La garde était banale, juridiquement parlant. Elle était le parent principal, celle qui avait un emploi stable, la plus grande maison. Je ne me disputais pas. Je désirais la paix plus que la possession. Notre accord se lisait comme un planning bien ficelé. Un vendredi soir sur 2 jusqu'au dimanche soir et toutes les vacances d'été. Je renonçais aux soirées, aux dîners, et même aux anniversaires qui ne tombaient pas ces week-ends-là. Je me disais que je faisais bien les choses, que ma fille comprendrait un jour. Mais comprendre n'efface pas le désir. Les week-ends devenaient un carrousel d'espoir et de chagrin. J'allais chercher Arya sur le même porche, ses petites mains glissant dans les miennes. Nous roulions jusqu'à une maison qui me semblait parfois plus mienne que sienne. Pourtant, elle traitait la pièce comme une chambre d'amis, polie, réservée, sans jamais revendiquer son territoire. Je remplissais le réfrigérateur de ses friandises préférées,
rangeait soigneusement ses peluches et achetait de nouveaux crayons pour les séances de coloriage. Pourtant, quand je lui proposais une pizza ou des crêpes, elle en grignotait les bords et regardait par la fenêtre comme si elle attendait le signal qu'il était enfin temps de rentrer. J'ai demandé à Taran de m'expliquer. J'étais calme, diplomate, du moins c'est ce dont je me souviens. Elle s'adapte, dit-elle d'abord. Puis je crois qu'elle fait exprès de faire une scène. Cela me peinait d'entendre notre fille qualifiée de manipulatrice, mais les convictions de Taran étaient inébranlables. Je n'avais aucune contre-argumentation, aucune preuve, juste une intuition paternelle qui me martelait la poitrine. Je me disais que j'y pensais trop. J'imaginais le rire éclatant d'Ariel, son petit poing levé en signe de triomphe lorsqu'elle maîtrisait le lassage de ses chaussures. Ces souvenirs étaient comme des bouées de sauvetage. Ma sœur Naomi avait reconnu les signes avant-coureurs avant que je ne les admette. Elle est venue un soir alors qu'Aria dormait dans mes bras et que je contemplais des photos de moments plus heureux. Naomi a jeté un coup d'œil à mon visage, vide, fatigué, et a dit, « Julian, elle a besoin que tu te battes pour elle. » J'ai secoué la tête. Elle n'a que 7 ans. Sa mère lui manque. L'expression de Naomi s'est adoucie. Elle essaie de te dire quelque chose. Elle n'a pas les mots. Sa voix était douce mais ferme, comme une main sur mon épaule qui me guide hors des ténèbres. Je voulais croire en sa certitude, mais la peur me maintenait enraciné. J'ai commencé doucement, en commençant par des questions ouvertes. « Comment s'est passée ta semaine ?» demandai-je en m'installant à côté d'elle sur le canapé, en prenant soin de parler bas. Elle haussait les épaules, le regard fixé sur ses genoux. « D'accord, murmurait-elle. Au suivant. À quel jeu as-tu joué ? Elle levait les yeux, clignait des yeux. Rien d'amusant. Quand j'essayais de la féliciter, tu as été super à ton contrôle d'orthographe. Sa lèvre tremblait. J'ai réalisé que rien de ce que je disais ne pouvait franchir le mur qu'elle avait érigé. La gentillesse seule ne suffit pas à briser les murs. Il faut des marteaux. Je l'observais davantage, apprenant son rythme. Je remarquais ses épaules tendues, le bruit des camions, le tonnerre, et même ma voix qui s'élevait. Si j'étais frustré en coupant des légumes, je voyais ses lèvres pincer quand je prononçais le nom de sa mère, comme si cela pouvait éveiller une peur. Un après-midi, elle refusa de faire la sieste et se cacha sous une couverture, glissant encore plus loin jusqu'à ce que seuls ses yeux soient fixés au-dessus. Quand je l'abordai dans la couverture, elle murmura « Ne me quitte pas, papa ». Ces mots brisèrent quelque chose en moi dont je ne réalisais pas l'intégrité. À minuit cette nuit-là, j'étais allongé, éveillé, pensant « Je ne peux pas laisser ça continuer ». J'avais besoin de comprendre ce qui terrifiait tant ma fille. J'ai pris des rendez-vous thérapeutiques, avouant le plus possible la situation à des psychologues pour enfants, espérant qu'ils révéleraient ce que je ne pouvais nommer. J'ai parlé à des amis dont les familles avaient survécu à des tempêtes pires que la mienne. J'ai fait des recherches sur la parentalité tenant compte des traumatismes, lisant des études de cas d'enfants qui pleuraient dans des espaces sûrs, écho de la douleur dans des pièces plus sombres. Pourtant, rien ne semblait concret jusqu'à ce que je m'assoie sur le lit d'Aria un vendredi, la douce lueur d'une veilleuse dessinant des ombres sur le mur. Elle serrait son pingouin, les yeux lourds. « Tu ne me crois pas ?» dit-elle doucement. Mon cœur fit un bond. Je m'agenouillai à côté d'elle et lui pris la main. « Je te crois, ma chérie. Je te crois suffisamment pour comprendre ce qui ne va pas. » Elle se tourna vers moi, les larmes aux yeux, et hocha la tête comme si elle attendait la permission de laisser tomber ses murs. À cet instant, j'ai compris que les familles brisées peuvent encore tisser des liens indestructibles lorsque l'amour est patient et persistant. Je n'étais pas le père parfait, mais j'étais le père dont Aria avait le plus besoin, celui qui refusait de détourner le regard. J'ai remarqué ce changement pour la première fois le lendemain des vacances de printemps, lorsqu'Aria monta dans la voiture, ne serrant rien d'autre que son manteau, les yeux écarquillés et silencieux. J'avais préparé ses crêpes préférées, des fraises à la crème fouettée, mais elle en a pris une bouchée avant de se déclarer rassasiée. La plupart des enfants de son âge en auraient redemandé. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a lancé ce regard doux et distant que je redoutais et a murmuré « Je ne veux pas manger ici ». Mon cœur a fait un bond. « Pourquoi pas de la citrouille ?» ai-je demandé en forçant mon calme. Elle a haussé les épaules, traçant des cercles sur la table du bout des doigts. Ça ne me semble pas juste. Ce jour-là, je me suis assis à côté d'elle par terre dans le salon après l'avoir déposée à l'école, ressassant ses paroles. Elle veut dire ici avec moi ou chez sa mère ? La question tourbillonnait dans mon esprit comme de la fumée, étouffant toute lucidité.
J'ai essayé de l'imaginer en sécurité et heureuse, les bras autour de mon cou, les yeux brillants, mais la vision me semblait creuse. Quelque chose n'allait pas, et j'étais le seul à y prêter attention. À la fin de la semaine, des schémas se sont imposés. Elle refusait d'apporter quoi que ce soit de chez sa mère. Pas de peluche, pas de livres précieux, pas même cette couverture polaire rose qu'elle emportait partout autrefois. Chaque dimanche soir, elle se tenait sur le pas de ma porte pendant que je l'abordais, le regard rivé sur le couloir qui menait à la chambre de sa mère. Je m'allongeais à côté d'elle, lui repoussant une mèche rebelle du front, et lui promettais des pancakes le matin, des sorties au parc, des histoires supplémentaires avant de dormir, tout pour lui faire sourire. Elle hocha la tête consciencieusement, ferma les yeux, mais des larmes s'échappèrent comme des gouttes de rosée. J'appelai à nouveau Taran, la voix tendue par la frustration et l'amour, tout mêlé. Aria n'apporte rien de la maison. J'ai dit qu'elle pleurait quand elle était là. Elle ne voulait pas me dire ce qui n'allait pas. Au bout du fil, j'entendais un rire étouffé, cassant et dédaigneux. Elle te manipule, c'est tout, dit Terence. Elle veut que tu te sentes coupable, alors tu feras ce qu'elle veut. Elle s'en remettra. Elle a raccroché avant que je puisse protester, me laissant avec un téléphone pressé contre ma poitrine et un silence pesant. Ce soir-là, je me suis assis avec Aria à son petit bureau et lui ai proposé de dessiner notre endroit préféré. Elle a pris un crayon jaune, mais a hésité, le pouce en l'air. Finalement, elle a griffonné un simple rectangle barré de croix. Je l'ai immédiatement reconnu. Le coin du bureau de sa mère, où elle était censée faire ses devoirs, tapissé de livres qu'elle ne lâchait jamais. J'ai demandé d'une voix douce, « C'est ici que tu te sens triste ?» Elle a dégluti, les yeux baissés, et a hoché la tête une fois. Mon esprit s'est emballé. Si la maison de sa mère lui donnait cette impression, où était-elle en sécurité? J'ai réalisé que la maison que nous partagions le week-end, celle que je croyais lui apporter de la stabilité, était peut-être devenue une autre cage. J'avais fixé des règles, des horaires, des heures de coucher, des corvées, tout cela au nom de la structure. Mais j'avais peut-être oublié de lui demander si elle avait plus besoin de réconfort que de routine. Je me suis assis et j'ai dit, « Où veux-tu être, ma chérie ?» Elle me fixa sans ciller et murmura, « Avec toi. » Cette réponse brisa quelque chose en moi. J'avais toujours su qu'avec moi, elle se sentait plus au chaud, plus libre. Mais je croyais aussi que chez sa mère, l'endroit qu'elle connaissait depuis sa naissance, elle aussi se sentirait en sécurité. Maintenant, il était clair que pour Aria, un foyer n'était pas une adresse. C'était un sentiment, et je n'avais pas pleinement réalisé à quel point elle en avait besoin. Le lendemain matin, avant l'école, je la pris dans mes bras. « Je suis désolé, dis-je d'une voix pâteuse. J'étais tellement concentré à faire de nos week-ends un moment parfait que je n'ai pas vu ce dont tu avais le plus besoin pour te sentir en sécurité. » Elle posa sa tête sur mon épaule et ferma les yeux, comme si elle portait un poids trop lourd à porter seule. Je l'embrassai sur le sommet de la tête et lui fis une promesse, je découvrirai pourquoi elle ne se sentait en sécurité nulle part ailleurs et j'y remédierai. Ce jour-là, je pris rendez-vous avec l'institutrice d'Aria, Mademoiselle Delgado. J'admirais sa gentillesse, la façon dont elle s'agenouillait pour lasser les chaussures d'un élève ou épousseter les peluches de la manche d'un enfant. J'expliquais ce qui se passait le week-end, en prenant soin de garder une voix calme. Mademoiselle Delgado écoutait, hochant gravement la tête, puis racontait ce qu'elle avait observé à l'école. Aria hésitait souvent en société, répondant à voix basse aux questions, tressaillant si la main d'un autre enfant effleurait la sienne. Une semaine plus tôt, elle avait trouvé Aria accroupie sous un bureau pendant la récréation, les yeux écarquillés. Lorsqu'on lui avait demandé pourquoi elle ne jouait pas, Aria avait répondu, « C'est trop bruyant. » L'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre m'avait blessé et avait clarifié, l'école aurait dû être le refuge d'Aria. Pourtant, elle ne se sentait pas en sécurité, même parmi ses amis. J'ai remercié Mademoiselle Delgado et je suis parti, serrant contre moi une copie imprimée de ses notes comme une bouée de sauvetage. J'ai compris que j'avais besoin de conseils professionnels, pas seulement d'un instinct paternel. Ce soir-là, j'ai appelé la thérapeute pour un rendez-vous urgent. J'ai tout raconté à la réceptionniste, chaque détail, chaque peur. Il ne pouvait pas nous voir avant 2 jours. J'ai immédiatement accepté, raccrochant, ressentant un léger soulagement, le premier depuis des semaines. J'ai regardé Aria, recroquevillée sur le canapé, les genoux repliés, et j'ai dit, « Ma chérie, j'ai demandé de l'aide au médecin. On va parler de ce qui te fait peur, et je serai là pour toi. Tu n'es pas seule. »
Elle a tourné la tête, les yeux brillants. Promis? Promis, ai-je répondu en la prenant sur mes genoux et en la serrant dans mes bras. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, écoutant sa douce respiration à côté de moi, sa petite main coincée dans la mienne. J'ai pensé à la façon dont mon silence et ma structure censée la protéger étaient devenus partie intégrante de sa prison. Je me suis juré d'être plus fort là où elle avait besoin de réconfort et plus doux là où elle avait besoin d'espace. Pour la première fois, j'ai compris qu'élever un enfant aux blessures cachées ne se résume pas à des solutions toutes faites. Il s'agit d'écouter et de s'adapter, de reconstruire la sécurité pierre par pierre jusqu'à ce qu'elle devienne plus forte que la peur elle-même. J'ai donc décidé, peu importe le temps que cela prendrait, peu importe l'inconfort du voyage, de découvrir la vérité derrière les larmes de ma fille et de la guider vers un endroit où elle se sentirait sans l'ombre d'un doute en sécurité et aimée. Je me souviens encore du moment où elle m'a regardé et m'a murmuré, « Papa, je peux te montrer quelque chose ?» Sa voix était si douce que je l'ai presque manqué à cause du bourdonnement de la télévision. Nous étions étendus sur le canapé du salon, la lueur des dessins animés vacillant sur les murs, mais la lueur dans ses yeux était différente ce soir-là. Elle hésita, comme si elle pesait la promesse que je ne le dirais pas à sa mère, puis elle se laissa glisser des coussins et s'agenouilla près de la table basse pour récupérer son sac à dos. Les dents de la fermeture éclair claquèrent doucement lorsqu'elle le tira vers elle, les doigts tremblants. Mon cœur battait si fort que je l'entendais presque dans mes oreilles. Lorsqu'elle ouvrit la poche avant et découvrit un carnet violet usé au coin, les pages effilochées. Je savais qu'elle le portait depuis longtemps. « Aide-moi à respirer. »« C'est toi qui as fait ça ?» demandai-je d'une voix ferme malgré le nœud dans mon estomac. Elle hocha la tête, son petit visage pâle et sérieux. « Promets-moi de ne pas dire à maman que je t'ai montré ça, » dit-elle, les yeux rivés au sol. Ses mots tremblaient de peur. Je n'étais pas sûr qu'elle ait bien compris. Je soulevai délicatement le carnet de ses genoux et le berçai comme un oiseau fragile. La couverture était éraflée, la page de titre maculée, et en l'ouvrant, un frisson me parcourut le dos. Les premières pages étaient remplies de croquis innocents, de bonshommes allumettes jouant dans un parc, d'un soleil au sourire éclatant. Mais en me tournant davantage, les dessins s'assombrissaient. Une page montrait une grande femme avec des gribouillis rouges et furieux qui tourbillonnaient autour de sa tête. Une autre représentait une petite fille blottie dans un coin, les genoux serrés, des lignes sombres envahissant son espace. Mon pouce accélérait à chaque tour. Puis j'ai vu les mots « Ne fais pas de bruit, sinon elle va se fâcher », écrits d'une écriture inégale. Mes mains tremblaient. Nous fixions tous les deux cette phrase, nos cœurs synchronisés par la peur. J'ai avalé avec difficulté. « Aria » ai-je murmuré. « On t'a fait du mal ?» Elle s'est serrée contre elle, les yeux remplis de larmes, essayant de se retenir. « Maman dit que c'est faire semblant » a-t-elle murmuré. « Mais ça ne fait pas semblant. » Mon souffle s'est bloqué. Faire semblant. C'étaient les mots les plus cruels qu'un enfant puisse utiliser pour décrire une vraie douleur. J'ai refermé le carnet doucement, le pressant contre ma poitrine comme si mon rythme cardiaque pouvait la protéger de ce qui l'avait blessée. Elle s'est effondrée dans mes bras, des sanglots brisant enfin son silence. Je l'ai entourée de mes bras, la balançant lentement, en murmurant « Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. » Ses sanglots se sont transformés en gémissements tandis qu'elle se serrait contre moi, assez fort pour que je sente ses côtes contre moi, assez doux pour que je sache qu'une seule étreinte n'effacerait pas ses blessures. Je me suis levé, tenant son carnet et la petite silhouette de ma fille dans un bras, et j'ai composé le 911 de ma main libre. D'une voix basse mais pressante, j'ai décrit ce que j'avais découvert. Comment les dessins et ces mots indiquaient quelque chose qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à imaginer. Moins d'une heure plus tard, 2 policiers et un agent de protection de l'enfance sont arrivés, leurs pas assourdis sur le tapis. Aria a enfoui son visage contre ma chemise tandis qu'il parlait doucement, examinant le carnet sous la douce lumière de la lampe, posant des questions à voix basse pour ne pas la terrifier davantage. Je me suis agenouillé près d'elle, la main posée sur son dos, ressentant chacun de ses tremblements tandis qu'il prenait des pages comme preuve, la traitait avec un respect doux et nous assurait que nous aurions de l'aide. Ce soir-là, je me suis assis sur une chaise raide juste devant sa cabine, dans l'abri temporaire, l'épuisement palpable dans tous les muscles. Mais je refusais de fermer les yeux. Je l'ai regardé enfin sombrer dans un sommeil paisible, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sans la tension qui l'avait étouffé tout le week-end. Je caressai son front du doigt, me promettant de ne plus jamais la laisser ressentir cette solitude. Le carnet violet reposait sur la petite table à côté de nous, telle une plaie ouverte,
témoignage de la vérité qu'elle avait portée seule trop longtemps. Je me jurai alors d'affronter les ténèbres qui l'attendaient, d'assumer le fardeau des preuves, de naviguer dans l'imbroglio juridique et de lutter contre toute envie de silence. Je briserais les murs qui emprisonnaient sa douleur et reconstruirais un monde où ses larmes serviraient à guérir plutôt qu'à se cacher. Dans le silence de cette nuit, je compris que la paternité était bien plus que des berceuses et des rires. C'était le courage de voir le pire et de choisir malgré tout de rester, et je resterai, inébranlable, jusqu'à ce que ma fille sache qu'elle n'aurait plus jamais à se cacher. Lorsque je pris le carnet des petites mains d'Aria, je sentis son poids se poser sur ma paume comme une pierre. La couverture violette était rêche, comme si elle l'avait tenue pendant toutes ces nuits agitées, chaque larme secrète. Je tournai la première page, m'attendant à des gribouillages enfantins, mais l'innocence s'effaça au profit de quelque chose de bien plus sombre. Les premiers dessins, de simples bonhommes allumettes, se fondirent rapidement dans des scènes irrégulières. Une grande femme, des gribouillis rouges et furieux tourbillonnant autour de sa tête, une petite fille recroquevillée dans un coin, des larmes gravées au fusain. La gorge serrée, je me demandais depuis combien de temps Aria portait ce fardeau, dessinant sa terreur en privé, convaincu que c'était un simulacre, jusqu'à ce qu'elle se fonde dans sa réalité. Les doigts tremblants, je tournai vers une page marquée d'une petite étoile dans son gribouillage, un code silencieux, compris-je, pour ce qu'elle redoutait le plus. Un bonhomme allumette de sa jeune version se tenait dans une pièce au dessin flou, les yeux baissés, les bras enroulés autour de son torse pour la protéger. Au-dessus d'elle, les mots « ne fais pas de bruit, sinon elle va se fâcher » s'étendaient sur la page comme un ultimatum. L'encre rouge des lettres était maculée, comme si quelqu'un avait essayé de l'effacer. Je traçai les lettres du doigt, sentant la sourde pulsation de l'horreur. Celui qui lui avait ordonné de se taire, celui dont la colère l'avait forcé à se replier, son corps se repliant pour se faire petite. Je jetai un coup d'œil à la page suivante. Celle-ci était différente. Pas de simples bonhommes allumettes, mais une tentative grossière d'ombrage. Des formes remplies au fusain et au crayon de couleur. Un mur se courbait vers l'intérieur comme s'il se refermait, et au premier plan se tenait un homme étrange, sans visage. Sa silhouette était abstraite, floue sur les bords, mais j'en compris l'intention. Quelqu'un lui avait fait dessiner la silhouette d'un inconnu, quelqu'un dont elle devait documenter la présence. En dessous, elle avait écrit « Il sent comme le dernier ». Mon estomac se noie. Combien y en avait-il eu? Combien de fois avait-on été poussé dans cette obscurité en lui disant que ce n'était qu'une histoire? Je refermai le carnet, le cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Aria leva les yeux vers moi, les lèvres tremblantes, les yeux brillants. « S'il te plaît, papa, murmura-t-elle. Promets-moi de ne rien dire à maman. » Cette supplication me transperça, me rappelant brutalement qu'elle craignait sa propre mère plus que le monde extérieur. Je m'affaissai à côté d'elle sur le canapé et la serrai contre moi. « Ma chérie, dis-je d'une voix ferme mais rauque. Je te promets de te protéger. » J'appuyai ma joue contre le sommet de sa tête, sentant sa petite silhouette trembler tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. J'aurais tout donné pour effacer sa douleur, mais ce carnet était la preuve que je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était. Quelques instants plus tard, des policiers et une spécialiste de la protection de l'enfance se tenaient sur le seuil. Je les fis entrer, serrant Aria dans mes bras. J'offris le carnet à la spécialiste, dont l'expression passa de l'inquiétude polie à la détermination profonde. En feuilletant les pages, elle s'agenouilla devant nous, d'une voix basse et douce, expliquant qu'il devait tout documenter et qu'Aria était en sécurité ici avec moi. Je restai à ses côtés, observant le monde, je croyais le savoir, se briser sous le poids des dessins de ma fille. Lorsqu'ils ont emporté le carnet, l'emballant dans des sacs en plastique pour pièces à conviction, j'ai compris que la frontière entre la maison et l'horreur s'était rompue, et que le secret de ma petite fille était dévoilé. Je voulais la protéger, rassembler chaque parcelle de sa confiance brisée et les recoller. Mais la première étape était la reconnaissance. À cet instant, j'ai compris que pour guérir, elle avait besoin de plus que de la compassion. Elle avait besoin d'action. Plus tard, alors que je préparais un petit sac pour la nuit en vue de notre séjour obligatoire dans un refuge, j'ai remarqué le regard d'Aria s'attarder sur la table basse vide où son carnet avait été posé. « Est-ce que je vais le récupérer » a-t-elle demandé d'une voix faible. J'ai marqué une pause. « Oui, ma puce » ai-je dit, ravalant la boule dans ma gorge. « Une fois que les médecins et la police auront terminé leur travail, vous l'aurez. » J'aurais aimé pouvoir promettre un retour rapide, mais le carnet traverserait les formalités administratives, les médecins,
peut-être même le tribunal. Il représentait la preuve, non seulement pour les adultes, mais pour le monde entier, que ses larmes étaient sincères. Cette nuit-là, dans la pièce silencieuse du refuge, je l'ai regardé dormir dans un lit étroit à côté du mien. Les néons se sont tamisés jusqu'à une douce teinte ambrée, et enfin, son corps s'est détendu. Elle inspirait et expirait sans tension, un rythme délicat que je n'avais pas observé depuis des mois. Je me suis assise sur une chaise près de son lit, les images du carnet remplacées par le clair de lune dans ses cheveux, et j'ai juré de suivre ce chemin où qu'il mène, aussi pénible soit-il. J'endurerai chaque entretien tardif, chaque répétition de ce cauchemar pour lui reconstruire un sanctuaire. Dans le noir, je murmurais des promesses. J'écouterai chaque larme, aussi silencieuse soit-elle. Je croirai chaque dessein silencieux. Je deviendrai sa voix jusqu'à ce qu'elle dise sa vérité à voix haute. Et comme les premières lueurs de l'aube s'infiltrèrent sur les murs, je déposai un baiser sur son front. Et pour la première fois depuis que j'avais trouvé le carnet, je sentis une flamme d'espoir ardent. Que ensemble, nous émergerions dans un monde où ces dessins représenteraient la lumière du soleil et le ciel dégagé, et non des ombres et des silhouettes floues. Ma main tremblait si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone en composant le 11 septembre. Le poids du carnet violet pesait sur mon autre paume. Ces pages effilochées témoignaient de la terreur qu'Aria avait dessinée en secret. J'avalai difficilement, la voix tremblante lorsque le répartiteur répondit. Calme et professionnel. Oui, dis-je en avalant à nouveau. J'ai besoin d'aide. Ma fille, elle m'a raconté des choses, dessiné des choses qui me font penser qu'elle est en danger chez elle. J'entendis le sanglot discret d'Aria derrière moi et me retournai pour la voir plaquée contre le dossier du canapé, serrant son pingouin contre moi. Ma poitrine se serra. Elle n'a que 7 ans, continuai-je. Elle me montra un carnet rempli de dessins d'elle, effrayée, dans une pièce. Quelqu'un lui disait de ne pas pleurer, sinon il se fâcherait. Je ne sais pas ce qui se passe, mais elle est terrifiée. Les questions de la standardiste fusaient brusquement. Notre adresse, nos noms, son âge. Je répondais à chaque réponse avec un souffle saccadé, me préparant à la réalité à laquelle je faisais enfin face. Quand j'ai raccroché, mes tympans étaient à vif à cause du léger crépitement des parasites. Nous sommes restés assis en silence, les larmes d'Aria tombant sur la douce fourrure de son pingouin, et je lui caressais les cheveux, murmurant des assurances que je percevais à peine. Ils nous aideront, ma chérie, dis-je. Je te le promets. Ses doigts, si fragiles et si petits, se frottèrent aux miens, et je me demandais comment j'avais pu la laisser porter ses dessins seule si longtemps. Moins d'une heure plus tard, un coup sec à la porte nous fit sursauter tous les deux. J'ouvris et découvris 2 policiers en uniforme, badges étincelants, et une femme en civil avec un badge discret sur lequel était écrit « Protection de l'enfance ». L'agent le plus grand hocha doucement la tête. « Monsieur Callahan » demanda-t-il. « Nous sommes ici pour vérifier le bien-être de votre fille. » Sa voix était douce, mais autoritaire, et je sentis une étincelle de soulagement m'envahir. « Oui, j'ai réussi. Entrez, s'il vous plaît. » Aria se serra contre ma jambe, scrutant les inconnus de ses grands yeux effrayés. L'agente du CPS s'agenouilla pour croiser le regard d'Aria et lui adressa un doux sourire. « Bonjour, Aria, dit-elle doucement. Je suis Marianne. Puis-je voir le carnet que vous avez montré à votre père ?» J'acquiesçai et sortis le carnet de la poche de ma veste, les mains fermes, le lui tendant. Elle le rangea dans un sac transparent pour pièce à conviction, ses gestes posés et respectueux, comme si elle manipulait un objet fragile et précieux. Elle examina chaque page sous la douce lumière de la lampe, les lèvres pincées par une fine ligne de concentration. Je l'observai, les épaules serrées, sachant qu'elle tenait entre ses mains la preuve nécessaire pour sauver ma fille d'un danger que je ne pouvais plus ignorer. Alors que Marianne traversait les pages, les policiers m'ont demandé des détails. Lorsque j'avais remarqué les changements pour la première fois dans le comportement d'Harry, ce qui était dans les dessins, les mots exacts qu'elle avait utilisés, leur professionnalisme calme s'est affronté avec le chaos dans ma tête, mais j'ai répondu du mieux que je pouvais, épais d'émotion. Après avoir terminé, un officier est sorti pour appeler le secours pour un spécialiste des traumatismes, tandis que l'autre est resté derrière, offrant à Aria un paquet de mouchoirs et une douce question. « Voulez-vous dessiner quelque chose maintenant, Aria ? Tout ce que vous aimez. » Contenue avec des crayons et du papier, elle a fait un petit signe de tête, enterrant son visage derrière les tissus avant de chercher un marqueur. Quelques minutes plus tard, une 3e femme est arrivée en portant une sacoche qui a teintée de fournitures médicales.
Elle s'est présentée comme le docteur Lin, spécialiste des traumatismes enfants. Ses yeux étaient chauds derrière des cadres rectangulaires, et elle s'accroupit à côté d'Aria, plaçant une main rassurante sur son épaule. « Bonjour, ma chérie, dit-elle doucement. Je suis là pour m'assurer que vous vous sentiez en sécurité. » La lèvre inférieure d'Aria tremblait, mais elle a rencontré le regard du médecin et a commencé à dessiner un soleil jaune vif au-dessus d'une maison robuste avec de grandes fenêtres ouvertes. Pas de ligne de déchaînement, pas de gribouillis rouge, juste une lumière ouverte. Alors qu'elle esquissait, ses épaules se détendaient pour la première fois depuis des semaines. Docteur Lin et Marianne ont échangé un bref aspect, et je savais que c'était au-dessus. Ils croyaient. Formulaire, et une expression professionnelle, a expliqué que Aria est placée dans un refuge de protection temporelle, une maison de sécurité est-elle accompagnée de la formation. À la maison, il semblait à la fois vide et beaucoup trop plein de souvenirs. Peur. Nous nous sommes empilés dans le croiseur. Aria se serra entre les officiers sur le siège arrière, serrant son dessin de la maison Saint-Lay. Je me suis assis sur le siège passager, le cœur martelant, et je suis revenu pour placer une main sur sa petite épaule. Je suis là, murmurai-je. Elle me regarda, les yeux écarquillés et donna la plus grande trace de signe de tête. La route vers le refuge était un flou des lumières de la ville et des rues qui passent. J'ai gardé ma main sur la boucle de la ceinture de sécurité, reconnaissante pour le croquant du cuir alors qu'Aria se rapprochait. Quand nous sommes arrivés, un bâtiment calme avec des portes en acier et des fenêtres éclairantes douces, Marian nous a accueillis à l'entrée, nous guidant à l'intérieur vers une salle d'attente confortable meublée avec des chaises moelleuses et des livres pour enfants. C'est un espace sûr, a-t-elle déclaré. Vous aurez votre propre chambre ensemble et le personnel sera ici 24 juillet. Un soulagement m'a lancé, se mêlant de chagrin pour la vie que nous avions perdue et la gratitude pour le sanctuaire que nous avions trouvé. Cette nuit-là, je me suis assis dans une chaise pliante en métal à côté du lit étroit d'Harry, le tissu tire sous moi. Elle était allongée sous une couverture bleu pâle, les cheveux marqués comme un halo sur l'oreiller, respirant facilement pour la première fois depuis que j'ai ramassé ce cahier. J'ai regardé ses paupières se fermer, les lèvres se ramollissent dans le sommeil. Le silence autour de nous se sentait sacré. Je me suis souvenu de la fausse sécurité de notre salon, des plats claqués, du bourdonnement du réfrigérateur. Rien de tout cela comptait si à l'intérieur de ces murs, elle ne pouvait pas respirer. Ici dans cette salle d'ours, elle le pourrait. Et c'était tout. J'ai pensé à Taran, à son rire dédaigneux, et je ne ressentais aucune colère, seulement la clarté. Je l'avais cru au début, peur de défier la mère de mon enfant. Mais maintenant, je savais que l'off forge ses propres vérités. Je voyagerais à travers chaque audience du tribunal, l'évaluation de chaque thérapeute, chaque conversation difficile si cela signifiait reconstruire un monde où ma fille pouvait dormir sans crainte. Je serais son protecteur, son défenseur, sa maison. Alors que la nuit s'approfondissait, je me suis penché et j'ai pressé un baiser sur le front d'Aria. Sa respiration était stable, son visage paisible. J'ai chuchoté dans le calme, « Tu es en sécurité, mon amour. Je suis là et je ne vais nulle part. » Et j'ai juré dans ce moment étouffé que cet abri ne se sentirait jamais comme une chambre d'hôpital froide, mais comme le premier véritable paradis qu'elle ait jamais connu, celui construit à partir d'un amour inébranlable et d'une présence inébranlable, où ces déchirures tranquilles pouvaient enfin être suivies par des rires doux. Phone buzzing insiste Lion the nightstand. Mayat lurcht. Annie Cole could change the course of our lives now. Irish Dover, brushing a wisp of hair from Ariel's forehead, and answered on the second ring. Detective Reyes, calm the steady voice. We've located Taran. She's at the airport preparing to board a flight. We need you to come in. My breath caught. Taran, arrest. It felt surreal. Only days ago, I'd been a father trembling avec peur pour sa fille. Que j'ose espérer. Je suis en route, dis-je, firme malgré le battement de ma poitrine. Je me suis accroupi pour brosser un baiser contre le temple d'Ariel. Elle a remué mais ne s'est pas réveillée. Je lui ai dit doucement. Papa a besoin d'y aller un peu. Je reviendrai bientôt, d'accord? Même dans le sommeil, elle murmura-t-elle. Et je souhaitais pouvoir la protéger de chaque instant d'incertitude. Le quartier sentait le café rassis et la saveur pointue de désinfectant. Le détective Reyes m'a rencontré dans le couloir, expression sobre. Elle est coopérative, a-t-il dit, me conduisant à une salle d'interrogatoire où Taran était assis seul. Ses épaules étaient carrées, chinseux.
souleva. Elle portait un blazer sombre et un pantalon à pattes droites, l'uniforme de quelqu'un toujours en contrôle. Mais sous son extérieur composé, j'ai reconnu la tension tissée dans sa posture, le léger tremblement dans ses doigts, l'ensemble de sa mâchoire. Elle était sur le point de la voir crumble de masse soigneusement entretenue. « Julian » dit-elle sans se lever. Sa voix était cool, mais pas froide. Il y avait une couche de fatigue en dessous. J'ai hoché la tête vivement, debout à quelques mètres de là. La table entre nous se sentait lourde, une barrière entre deux mondes que nous partagions autrefois. « Bonjour, Taran. » Le détective Reyes a commencé. Nous avons suffisamment de preuves pour procéder à des accusations de mise en danger des enfants et d'interférence gardée. Vous avez le droit de garder le silence et le droit de conseiller. Il s'arrêta. Je l'étudie soigneusement. Comprenez-vous? Le regard de Taran m'empesta durement, les yeux. Puis au détective Reyes. Je comprends, a-t-elle dit. Sa voix était niveau, mais j'ai vu le scintillement de quelque chose d'autre. Honte, peur, défi. Le détective Reyes a fait signe à un officier en uniforme et des menottes ont été avancées. Le métal cliqua alors qu'il se fermait autour de ses poignets. Taran n'a pas résisté. Elle m'a regardé alors et ses yeux étaient creux. Fini l'étincelle du dédain qu'elle portait autrefois si sévèrement. Elle n'avait plus rien à montrer. Alors qu'il la laissait sortir, elle tourna légèrement la tête, juste assez pour que j'entende. Toi je ne sais pas toute l'histoire, chuchota-t-elle, la voix craquant. Les mots étaient suspendus dans l'air stérile. Je voulais répliquer, crier que je savais assez, que j'avais passé des nuits à assembler tous les dessins brisés et à déchirer l'oreiller, mais je me retenais. Corridor, téléphone à la main. Je l'ai remercié et raccroché, la course d'esprit avec le soulagement de savoir que l'agresseur de ma fille était derrière les barreaux et les obstacles logistiques que nous devions encore effacer. De retour au refuge, j'ai trouvé Aria colorant à la petite table en bois, son pingouin farci préféré perché à côté d'elle. Elle leva les yeux lorsque je suis entré, les yeux pleins d'espoir. « Papa » s'exclama-t-elle, se précipitant dans mes bras. Je les ramassa et la tenais près, respirant son parfum familier. « J'ai de bonnes nouvelles », je me suis chuchoté dans ses cheveux. Elle me regarda. « Maman ne revient pas pour maintenant. » Je fais le visage. Et en ce moment, les gens prennent soin d'elle, donc elle ne peut plus vous blesser. J'ai vu la compréhension de l'aube dans son regard. La prise de conscience que sa douleur avait été vue, croyait et agissait. Elle m'a serré la main. Va-t-elle être triste? J'en avalais, des larmes me piquant les yeux. Peut-être. Mais ce qui compte, c'est que vous êtes en sécurité. Et je t'aime plus que tout. D'accord. Elle hocha la tête résolument, enterrant son visage dans mon épaule. Au cours des 24 prochaines heures, notre monde a de nouveau changé. CPS a organisé des formulaires, signé l'affidavit, et j'ai rencontré un conseiller de Trauma Fondation de l'honnêteté et de la guérison. En streaming, une seule chaise à côté d'un lit et une silhouette plus grande tenant la main d'une plus petite. Des lettres enfantines et enfantines, papa me protège. J'ai senti une bosse dans ma gorge. C'est beau, Aria. J'ai enroulé un bras autour d'elle et j'ai embrassé le haut de sa tête. Et je le ferai toujours. Plus tard, je l'ai glissé dans le lit, en tirant les couvertures haut et en plaçant son pingouin farci préféré sur l'oreiller. Elle était enroulée sur le côté, me regardant avec des yeux endormis. Demain, murmura-t-elle. Pouvons-nous rentrer à la maison? Je m'arrêtai, pesant la promesse. Oui, dis-je doucement. Demain, nous rentrerons à la maison. En éteignant la lumière, je me tenais dans l'embrasure de la porte un instant, regardant son visage paisible. Le masque de Taran était tombé, révélant la vérité en dessous, une vérité qu'aucun dessin ne pouvait contenir. Mais à sa place, ma fille était libre de reconstruire son innocence, un coup de crayon à la fois. Et j'ai juré que nous remplirions notre maison d'un ciel ouvert et de la sécurité, en réparant les liens fragiles de notre famille brisés avec chaque mot d'amour et chaque nuit de sommeil paisible. Le matin après l'arrestation de Taran, le refuge était incroyablement petit, comme si notre vie avait été emballée dans cette pièce célibataire. Aria dormait contre mon côté, son souffle doux et régulier. Je me suis glissé tranquillement, je fais attention à ne pas la réveiller et j'ai fait l'appel à mon avocat. Il a répondu sur le deuxième anneau, voix lumineuse mais professionnelle. Nous déposerons immédiatement la garde à vue, a-t-il déclaré. Vous devrez rassembler toutes les preuves que vous avez. Rapport scolaire,
notes de thérapie, ce cahier, et nous soumettrons un affidavit de tous ceux qui peuvent attester de ce qui s'est passé. J'ai hoché la tête, même s'ils ne pouvaient pas me voir. Je serai là dès que possible. Au milieu du matin, je faisais la queue au palais de justice du comté, le poids de chaque dossier papier dans ma main et la présence de ma fille dormant paisiblement dans la poussette à côté de moi. Les longs couloirs résonnaient de pas et des conversations murmuraient derrière les portes du bureau de verre. J'ai vérifié avec le greffier qui m'a remis un paquet de formulaires estampés urgents. Mon cœur battait alors que je les remplissais, écrivant mon nom et zone, racontant des détails traumatisants et un langage juridique stérile qui se sentait inadéquat pour capturer sa peur. Quand j'ai fini, j'ai trouvé une petite salle de conférence où mon avocat a attendu avec du café et des yeux sympathiques. Il a passé en revue les documents. Chaque page témoigne de mon combat. Les dessins de cahier, le rapport de police, les notes du thérapeute et une lettre de Madame Delgado à l'école. Elle avait décrit le comportement retiré d'Harry. Le jour où elle l'a trouvé se cachant sous un bureau et sa bravoure tranquille et s'ouvrant une fois que des professionnels sont intervenus. Mon avocat m'a jeté un coup d'œil et m'a dit, cela dépeint une image claire. Nous demanderons une audience d'urgence aujourd'hui. Le relief s'est ondulant à travers moi, se mêlait à l'épuisement. Cet après-midi, nous nous sommes tenus devant le juge du tribunal de la famille dans une modeste salle d'audience bordée de bancs en bois. Le juge, une femme aux cheveux argentés et des yeux gentils mais perspicaces, a examiné notre dossier. Taran était présent, assis à travers la pièce dans un costume de croustillant. La main de Aria, ses petits doigts se sont enroulés autour du mien. Atelier. Chaleur envers moi et sa réticence à parler de sa mère. Elle a recommandé que les visites soient suspendues jusqu'à ce que Taran présente de véritables remords et une compréhension du traumatisme de sa fille. Quand ce fut le tour de Taran, son avocat se leva et a demandé le temps de recueillir des preuves de contreband. Il a parlé de l'amour d'une mère, de ses pressions de carrière et de la possibilité de malentendus. J'ai regardé le visage de Taran tandis que son avocat parlait, ses joues creux, les yeux se ramollirent momentanément, comme si elle envisageait d'admettre la culpabilité, mais je me suis retiré derrière la défense juridique. J'ai ressenti une pan de tristesse. La femme que j'aimais autrefois était devenue un étranger, défendu par des platitudes. Le juge a examiné les arguments, puis s'est penché en avant. La principale préoccupation de cette cour est le bien-être de l'enfant, a-t-elle dit, la voix mesurée. Elle a cité les dessins de cahier, le témoignage du thérapeute et les observations du gardien. Les preuves indiquent que mademoiselle Callahan a mis en danger le bien-être de sa fille. Je trouve que monsieur Callahan est mieux placé pour fournir un environnement sûr pour le moment. Elle m'a accordé une garde complète temporaire, suspendu les visites de Taran en attendant l'achèvement d'un programme de réadaptation structuré. Elle a prévu une audience de suivi dans 6 semaines pour examiner les progrès de Taran. Un silence s'est installé sur la pièce. J'exhalai lentement, le soulagement qui m'a inondé. À travers l'allée, Taran ferma les yeux, les lèvres tremblantes. Je ne me réchauffais pas. Au lieu de cela, j'ai rencontré le regard du juge avec gratitude, puis je me suis tourné vers Aria, brossant une mèche de cheveux de son visage. Elle m'a regardé et a dit d'une petite voix, « Nous pouvons rentrer chez nous. » Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai hoché la tête, « Oui, ma chérie. Nous pouvons rentrer chez nous. » Après l'audience, nous sommes retournés au refuge que assez longtemps pour récupérer nos affaires. J'ai porté une boîte de ses livres préférés, un nouvel ensemble de crayons, et le crayon encadré nous dessinant sur le swing. Nous sommes sortis main dans la main, le soleil en fin d'après-midi réchauffant nos visages. Les portes de l'abri se sont fermées derrière nous, laissant derrière les murs stériles et les fantômes de nos fantômes. Visage à la fenêtre, les yeux brillants suivant la fumée de chimney et des enfants en cours de route. Voiture et la posa sur ses pieds. De retour, ressentant une douceur profonde dans ce moment ordinaire. À l'intérieur, je l'ai conduite dans sa chambre, peinte en bleu ciel, des fenêtres ouvertes à une brise douce. Elle grimpa sur son lit et sortit du papier et des crayons. Je me suis assis à côté d'elle sur le sol pendant qu'elle esquisse la maison, le jardin et au-dessus, un grand cœur jaune. En dessous, elle a écrit « La maison de mon papa ». Les larmes brouillaient ma vision. Je l'ai rassemblée dans un câlin, inhalant le parfum familier des crayons et de la peinture fraîche. « Bienvenue à la maison, citrouille » murmurai-je. Cette nuit-là, avant de me coucher, j'ai glissé Aria et m'a embrassé le front. « Bonne nuit, ma courageuse fille » dis-je. Elle sourit et me serra la main. « Je t'aime, papa. »« Je t'aime aussi » j'ai répondu.
En éteignant la lumière, j'ai senti légèrement le poids du passé, remplacé par la lumière brillante de la possibilité. Notre voyage n'était pas terminé. La guérison prend du temps. Mais pour la première fois depuis longtemps, notre maison ressemblait à l'endroit sur qu'elle a attiré dans son cahier. Un espace où l'amour, et non la peur, gouvernait tous les coins. Le soleil de l'après-midi s'est incliné par la fenêtre de la cuisine, peignant des rayures dorées sur le comptoir alors que je sirotais ma 3e tasse de café. J'aurais dû réviser les mémoires pour l'audience finale de demain, mais mes yeux ont continué à dériver vers la pile de courriers non ouverts sur la table, des lettres du tribunal, des factures, des publicités. J'ai atteint l'enveloppe supérieure, ses bords légèrement froissés, l'écriture manuscrite inconnue et les coups de crayon de déchaînement et épais. Aucune adresse de retour. La curiosité m'a piqué. Je l'ai ouvert lentement, faisant attention de ne pas déchirer tout ce qui était à l'intérieur. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier blanc repliée une fois. Je l'ai dépliée et mon cœur a pris ma gorge. C'était un dessin de crayon. 2 personnages de bâton se balançant côte à côte sur un swing sous un soleil brillant. Un chien, sa queue remuant furieusement, délimitant à côté d'eux. Autour de la scène, des cœurs flottants en rouge et rose encadraient l'image comme une bordure de chaleur. Dans le coin, des lettres de blocs enfantins mais précises ont énoncé « La maison est où que vous soyez ». Le message rayonnait de simplicité, mais son poids m'a pressé avec la force d'un raz-de-marée. Je coule sur un tabouret de cuisine, le papier tremblant dans mes doigts, l'écriture d'Aria, les coups inégaux, le en arrière, l'espacement soigneux entre les mots. Elle avait fait ça pour moi. Ma gorge se resserra. Cela faisait exactement une semaine que le juge m'a accordé la garde, et nos vies étaient déjà remplies des routines ordinaires des bosses scolaires et des courses d'épicerie. Mais en dessous de tout cela, un travail plus profond se déroulait, celui de la guérison et de la remise en état. J'ai tracé les lignes du dessin, la façon dont elle a capturé nos silhouettes. Moi plus grand avec des bras tendus derrière elle pour qu'elle puisse lui donner des jambes en l'air. Sa silhouette petite mais pleine de mouvement. Le chien a façonné joyeux et vivant. Un souvenir s'est déroulé derrière mes paupières dimanche dernier au parc lorsque nous avons testé le swing pour la première fois dans notre nouvelle arrière-cour. Aria avait grimpé sur le siège qui me regarde avec hésitation pour me encourager. J'avais poussé doucement, chuchotant « Embauche, ma chérie ». Son rire traînant derrière la queue d'un cerf-volant. À ce moment-là, elle avait l'air à bout comme si la gravité et la peur avaient desserré leur emprise sur ses épaules. Cette balançoire nous a poussés à la fois dans la liberté provisoire, à continuer les airs et la confiance. J'ai pressé le dessin dans mon cœur et expiré une respiration que je ne savais pas que je tenais. Des larmes brouillaient ma vision alors que je me tenais et se déplaçais vers la poubelle, n'hésitant qu'un instant avant de jeter mon café froid. J'ai attrapé ma veste et le dessin, les glissant tous les deux dans mon sac de messager. J'avais un endroit où être, à l'extérieur. L'air de l'après-midi sentait légèrement l'herbe coupée et les nouvelles fleurs. Je me précipitai sur le trottoir, le cœur battant vers la maison de Naomi. Elle m'a rencontré sur le porche, l'inquiétude gravée sur son visage. « Julan, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai tiré le dessin de mon sac, le froissant légèrement dans mon poing. « Écoutez, dis-je. » Elle le prit doucement. Ses yeux s'élargissant alors qu'elle étudiait les cœurs et le swing. « Ça vient d'Aria, dis-je, voix serrée. Elle a dessiné cela pour moi. » Naomi m'a regardé avec ce mélange de fierté fière et de chagrin. « J'apprendrai qu'elle vous dit qu'elle se sent en sécurité avec vous, dit-elle doucement. J'ai hoché la tête, avalant la bosse dans ma gorge. Je sais, mais c'est plus que ça. Je me suis expiré, lissant le papier contre la balustrade de porche. Elle dit que la maison n'est pas un endroit. C'est moi, c'est nous. Tout ce que nous avons construit ensemble, chaque nuit, je me suis assis avec elle quand elle avait peur, chaque fois que je la convenais de manger des crêpes, chaque histoire supplémentaire au coucher, elle a tout tissé dans ce domaine. Des larmes se sont coupées dans mes yeux. Naomi m'a touché le bras. Elle le croit, Jules. Et vous méritez cela aussi. Nous nous tenions en silence, l'après-midi fredonnant autour de nous, jusqu'à ce que je trouve ma voix. J'ai besoin de faire plus que de la garde, dis-je, des mots se précipitant. Je dois m'assurer que nous guérissons ensemble, pas seulement survivre. Je veux une thérapie par traumatisme, un soutien inomique, tout ce qu'il faut pour reconstruire son monde. Je ne veux pas me précipiter. Je veux bien faire les choses. Naomi sourit. Je brille. Alors commençons. Ce soir-là,
Je me suis assis à mon bureau avec des coussinets juridiques frais et mon ordinateur portable ouvert. J'ai rédigé une requête officielle pour me soumettre au tribunal lors de l'audience de demain. Une demande de soins axée sur les traumatismes ordonnés par le tribunal adapté à notre famille. Des séances hebdomadaires avec un spécialiste de l'enfant et un plan de transition progressive pour garantir le sentiment de sécurité de la région sont restés intacts. J'ai cité les lois pertinentes sur la protection de l'enfance et décrit un calendrier qui équilibrait le soutien thérapeutique avec le temps de liaison familiale. Chaque paragraphe apportait la condamnation d'un père déterminé à honorer la résilience de sa fille et ses besoins. Quand j'ai fini, j'ai envoyé la requête par courriel à mon avocat et expiré, en appuyant sur le siège de ma chaise comme pour me stabiliser. J'ai tiré le dessin de crayon de ma poche et l'ai collé au mur au-dessus de mon écran d'ordinateur. Là, il resterait une boussole brillante guidant chaque décision, à chaque pas en avant. Plus tard, alors que je glissais Aria au lit, elle bâilla et nichait dans son coin préféré des draps, le pingouin farci dans les bras. J'ai embrassé son front et j'ai dit, « J'ai quelque chose aujourd'hui. » Elle cligna des yeux vers moi. « Puis-je voir ?» Je lui ai remis le mouvement que j'avais imprimé mis en évidence dans des endroits clés. « Ceci est un plan pour nous aider à guérir, ai-je expliqué, voix douce, pour vous assurer que vous vous sentez toujours en sécurité et entendu. » Elle a tracé les lignes avec son doigt. « C'est bien. » Puis, après une pause, elle a ajouté, « Merci, papa. » J'ai glissé les couvertures autour d'elle doucement. « Vous êtes les bienvenus, bébé. » En éteignant la lumière et en fermant la porte, je m'arrêtai dans le couloir, regardant sa paisible silhouette contre les murs bleu pâle. J'ai pensé au balançoire dit dans le dessin, le saut joyeux du chien, les cœurs qui ont encadré notre monde. À ce moment-là, j'ai compris que le travail le plus profond d'un parent n'est pas dans la victoire des batailles judiciaires ou le dépôt de requêtes. C'est en tenant de l'espace pour que le cœur d'un enfant se répare. Et donc avec le message de crayon collé au-dessus de mon bureau et les rêves de ma fille bercés dans mes bras, je suis entré demain prêt à me battre. Pas seulement pour la garde, mais pour le ciel ouvert sans coup sûr, elle a dessiné dans son art et mérité dans sa vie. Il y a 2 semaines, le marteau du juge est tombé comme une promesse gravée dans la pierre. Cust a vu accordé, Taran est interdit de contacter, la sécurité de notre fille scellée par la main de la loi. Hier, après ce qui ressemblait à une vie d'incertitude et de couloir de palais de justice, Aria est rentrée à la maison. Je l'ai rencontrée sur le porche en jean et un sweat à capuche usée. Ma tentative d'être décontractée et chaude à la fois, et elle a couru dans mes bras comme si j'étais le seul porc qu'elle ait jamais connu. Son petit corps tremblait contre le mien, le soulagement et la joie se mêlant à son dos. À l'intérieur, la maison était silencieuse, à l'exception de nos pas. Des chambres vides résonnant alors qu'elle avançait. L'exploration des coins familiers a encore fait le sien. Dans sa chambre, j'avais peint les murs en bleu ciel, une couleur sur laquelle elle avait insisté lorsque nous avons fait une tournée pour la première fois. Des rideaux blancs d'où ont maintenant encadré la fenêtre, et sur la commode se tenaient des photos fraîches et des cadres dépareillés. Nous deux dans le parc, son rayonnant avec ce sourire non gardé qu'elle a presque perdu, et une autre où elle tenait son cahier violet. Seulement cette fois, les pages sont vides et attendaient. Dans un coin, un petit bureau tenait un nouvel ensemble de crayons et de piles de papier croquant. « Votre station de sécurité, lui dis-je avec un sourire. » Elle passa ses doigts sur la surface lisse comme s'il brillait de possibilités. Cette nuit-là, nous avons dormi sur une mauvaise herbe de matelas installée dans sa chambre. J'ai laissé la porte ouverte largement pour qu'elle puisse voir la lumière du couloir. Une mauvaise herbe de routine a commencé quand elle avait trop peur de faire face à l'obscurité. Alors qu'elle s'endormit, j'ai regardé la montée et la chute de sa poitrine, ses cils flottant comme de minuscules ailes dans un candé reposant. J'ai pressé un baiser contre son temple et j'ai chuchoté, « Tu es en sécurité maintenant, ma chérie. » Sa réponse à un seul mot, « Merci », était une mélodie douce que je jouais en répétition dans mon esprit jusqu'au matin. Chaque lever de soleil depuis a apporté le même rituel doux, sa petite voix me poussant avec « Papa, pouvons-nous dessiner ?» Nous s'installons au bureau près de la fenêtre, la lumière du soleil réchauffant les crayons. Elle cueille les couleurs les plus vives, le jaune ensoleillé, le vert de l'herbe, le bleu d'œuf robin et commence à esquisser nos journées. Tout d'abord, le swing se déroulait dans la cour où elle a retrouvé son rire. Ensuite, les crêpes que nous partageons le dimanche matin, les tours de pâte moelleuse dégoulinant de sirop. Puis, nous nous promenons le chien, dont elle colore un flou de joie. Pendant qu'elle travaille, je regarde son visage s'adoucir. Des ombres de peur remplacées par la concentration calme de la création. Le vendredi,
nous ajoutons nos dessins à un album que je garde sur la table de nuit. Chaque page est une étape importante. La maison est tout que vous soyez, en lit une dans ses lettres. De blocage prudent sous un soleil qui éclate dans les nuages. Un autre capture nous deux dans les bras sous une tempête de pluie, des cœurs superposant le gris. Nous rions en rythmant, en choisissant les souvenirs à préserver. Puis-je dessiner le dîner de ce soir? Elle demande une fois, les yeux brillants. Nous nous retrouvons avec une poêle dynamique de spaghettis et de boulettes de viande, un rappel que même des nuits simples tiennent la magie lorsqu'elles sont partagées. Le coucher est devenu notre sanctuaire. Après le dîner et un bain chaud, nous nous effonçons sur son lit, les oreillers et les couvertures se sont entassés autour de nous, et j'ai lu des histoires de filles courageuses et de héros fermes. Elle repose sa tête sur mon épaule, les doigts traçant la couture de ma chemise et murmure, « Je suis heureux, papa ». Je brosse ses cheveux en arrière et dis, « Moi aussi, ma chérie. Moi aussi ». La lueur de la lampe adoucit la pièce alors qu'elle dérive, confiant l'invitation de dessin de ce matin reviendra. Pendant la journée, je remplis notre maison de routine qui solidifie sa sécurité. Nous marchons à l'école ensemble, sa petite main dans la mienne, parlant des premiers bourgeons du printemps sur les arbres. À l'épicerie, elle mène le chariot dans les allées, sélectionnant des fruits et des collations avec un sourire timide. Je la regarde récupérer la vie quotidienne. Chaque instant un point dans la tapisserie de la guérison. Dans les heures calmes après qu'elle s'endorme, je m'assois au bureau et je passe en revue les documents pour ses séances de thérapie, en veillant à ce qu'elle ait toutes les ressources dont elle a besoin. Je jette un coup d'œil à l'album sur la table de nuit. Ces pages sont un témoignage de la résilience et de l'amour. Je pense au cahier violet qu'elle a caché et à jusqu'où nous sommes arrivés. Des larmes silencieuses au sourire ouvrir. Des ombres dessinées à la peur au cœur baigné de soleil, je n'étais pas toujours le père parfait, mais j'ai écouté de tout mon cœur. Je l'ai cru quand personne d'autre ne le ferait. Et maintenant, chaque matin, quand elle se réveille et demande du papier et des crayons, je vois dans ses yeux la promesse d'un avenir construit sur la confiance. Notre maison, une fois fracturée, renaît comme l'endroit sur qu'elle et moi savons maintenant que cela peut être. Dans ses rires, ses dessins, ses câlins non gardés, je trouve la plus vraie mesure de la guérison. Une petite fille qui a osé croire à la sécurité à nouveau. Et le père qui a juré qu'elle n'avait jamais à se cacher du monde ou d'elle-même.